Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, commenter, partager, à vous abonner. C'est très précieux pour la chaîne. Mille merci et très bonne entrevue. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes avec Louis Furier. Louis Furier est le rédacteur en chef et créateur de cette merveilleuse revue Écrit de Rome, dont en plus il m'a fait l'honneur et le privilège d'écrire un article sur Gonzague de Reinalde, puisque j'ai réédité récemment L'Europe tragique de Gonzague de Reinalde. Mais tout d'abord, cher Louis Furier, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Xavier, merci à vous. Alors peut-être, première question, deux questions en une. Alors peut-être pourriez-vous vous présenter brièvement, peut-être sur votre parcours. Et puis la deuxième question, je pense qu'il va évidemment suivre, c'est pourquoi avoir créé cette revue? Alors donc, je suis professeur de philosophie. Voilà, j'ai l'honneur d'enseigner cette matière depuis 2 ans maintenant. C'est ma 3e année. Et donc cette revue, en fait, elle s'est un peu imposée à moi. Je trouvais en fait qu'il manquait, eh bien, dans nos milieux entre guillemets, eh bien, une revue qui défende un positionnement à la fois catholique et intégralement catholique, et en même temps, disons, identitaire. Alors évidemment, c'est un terme un petit peu large, et d'ailleurs dont nous ne sommes pas plus que cela, justement parce qu'il est assez large. Mais que ce que je veux dire par là, je veux dire, eh bien, un positionnement qui consiste avant tout à défendre ce que nous sommes. Et qu'est-ce que nous sommes? Eh bien, nous sommes français, en tout cas pour ce qui est de mes collaborateurs et de moi-même. Nous sommes européens, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous pouvons dialoguer. Et puis, évidemment, surtout, nous sommes chrétiens, nous sommes catholiques romains. Voilà. Et finalement, c'est tout cela que nous voulions défendre. Je dirais plus que des ismes, plus qu'une doctrine en particulier. C'est défendre ce que nous sommes. Vous voyez, et pour terminer sur cette brève présentation, on dit parfois que la foi est une conviction intime en tout cas c'est ce qu'on entend parfois, qui ne peut pas s'imposer. Alors certes, on l'impose à personne de force, mais d'abord, eh bien, nous avons en tant que chrétiens, je dirais, à en parler, nous avons à témoigner. C'est notre Seigneur qui le demande. Et ensuite, d'un point de vue civilisationnel, notre civilisation étant chrétienne, eh bien, nous avons à la défendre. Et je dirais même, indépendamment de la foi des uns et des autres. C'est ce qui fait que d'ailleurs, alors autant les contributeurs réguliers sont tous catholiques dans notre revue, autant, eh bien, certains intervenants peuvent ne pas l'être. En revanche, ils ont en commun un respect de ce qu'on peut appeler l'identité chrétienne de l'Europe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à défendre aujourd'hui. Eh bien, d'abord, évidemment, face à l'immigration de masse qui importe chez nous une religion qui n'est pas la nôtre. Ensuite, et plus profondément, eh bien, au phénomène de la sécularisation, de la déchristianisation, dont on est obligé de prendre acte. Voilà, nous ne sommes plus dans l'Europe chrétienne du Moyen Âge. En revanche, ça ne doit pas nous empêcher, eh bien, de défendre cette identité sans laquelle nous ne sommes rien. En fait, toutes nos racines, en tout cas, un grand nombre de nos racines sont chrétiennes. Évidemment, il y a des racines aussi gréco-romaines, mais nos principales racines sont chrétiennes. Et donc, défendre le christianisme, c'est aussi une question d'identité. Ça n'est pas qu'une question d'identité, mais c'est aussi une question d'identité. Et puis enfin, un dernier point. Je parle d'Europe depuis quelques minutes. Peut-être que certains de vos compatriotes suisses, eh bien, se demanderont ce que vient faire. Enfin, peut-être pense à l'Union européenne quand je parle d'Europe. Bon, il est tout à fait évident que quand je parle d'Europe, quand nous parlons d'Europe, ce n'est pas de l'organisation de Bruxelles dont nous parlons.
Et c'est même tout le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'organisation de Bruxelles, pour ceux qui font partie de l'Union européenne, ce qui est le cas de la France, eh bien, est un des principaux ennemis de notre identité, de notre véritable identité européenne. Donc voilà, c'est face à tous ces dangers qui concernent l'ensemble des pays européens et la Suisse comprise, parce que même si elle ne fait pas partie de l'UE, elle est aussi confrontée aux mêmes défis aujourd'hui. C'est en raison de ces dangers, en raison de ces défis, eh bien qu'il me semblait important de fonder une revue qui défende, eh bien, je dirais toutes les facettes de notre identité nationale, européenne, chrétienne. Très bien. Alors écoutez, là, c'est très bien que vous parlez de ça parce que je vais permettre de citer Léon XIII. Parce qu'en effet, les Français, certains, pardonnez-moi, pas tous, je ne vais pas généraliser, mais le milieu dit souverainiste, en fait, encense le modèle suisse comme étant un modèle idéal de démocratie, etc., etc. Or, je rappelle, je le fais souvent, mais je voudrais de le rappeler aussi, puisque beaucoup de vos lecteurs aussi verront cette vidéo, enfin en tout cas je l'espère, c'est qu'en fait, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne au sens qu'elle n'a pas adopté l'euro, très bien, et puis elle n'est pas dans l'UE, mais par contre, elle fait partie de l'espace Schengen, elle est liée, malheureusement, à bien des égards, à l'Europe, enfin à l'Union européenne, pardonnez-moi, et puis surtout, elle est aussi soumise. Puis on sait bien que derrière l'UE, il y a les États-Unis, et puis, si vous voulez, la Suisse est totalement otanisée, américanisée, que ce soit sa place financière, et encore pire, son armée. Alors, je vais citer Léon XIII. À qui veut régénérer une société quelconque, en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origines. La perfection de toute société consiste, en effet, à poursuivre et à atteindre la fin en vue de laquelle elle a été fondée, en sorte que tous les mouvements et tous les actes de la vie sociale naissent du même principe d'où est née la société. Aussi, s'écarter de la fin, c'est aller à la mort. Y revenir, c'est reprendre vie. Alors je me permets de citer cela parce qu'évidemment pour moi c'est absolument central, hein, c'est dans son encyclique Rerum Novarum. C'est une très belle citation. Puisqu'évidemment les identitaires, puisque vous l'évoquiez aussi à l'instant, ne s'intéressent qu'à l'identité blanche, qui est je dirais une condition de l'identité européenne, mais ce n'est pas la seule. Et je dirais que même la principale centrale de quoi découle absolument tout, c'est évidemment son christianisme. Chose que beaucoup ne comprennent pas. Alors j'aimerais vous poser une question. Pourquoi avoir choisi cette petite phrase en latin qui est en dessous du titre écrit de Rome, multa renascentur quae jam secidere. Alors j'espère avoir bien prononcé en latin, mais peut-être pourriez-vous nous l'expliquer. Oui, donc multa renascentur quae jam secidere. Voilà, c'est juste le J qui se prononce I. Alors beaucoup de choses renaîtront, hein, beaucoup de choses renaîtront qui sont déjà tombées. Alors c'est un mot d'Horace, hein, du poète latin Horace, qui justement alors peut se comprendre dans différents sens, mais qui peut notamment se comprendre par rapport par rapport à la vie des civilisations. Vous voyez, les civilisations peuvent être comparées à des êtres vivants. Comparaison n'est pas raison, car ça n'est qu'une analogie, évidemment. Mais les civilisations, lorsqu'on regarde l'histoire, eh bien, naissent, ont des périodes de croissance, connaissent des apogées et aussi, eh bien, des périodes de déclin. Alors, bon, les civilisations, connaissent des périodes de déclin et c'est clairement le cas de la nôtre aujourd'hui. Voilà, et même avant Spengler et son fameux Le déclin de l'Occident, eh bien, certains auteurs du 19e siècle disaient déjà que notre civilisation connaissait une période de déclin. Maintenant, il faut pas être fataliste. Si vous voulez, une période de déclin, eh bien, peut, sinon,
sinon accoucher d'une nouvelle période d'apogée, du moins être combattu par les hommes. Voilà, c'est le fameux mot de Jeanne d'Arc, je crois, oui. C'est célèbre. Voilà, les hommes batailleront et Dieu donnera la victoire. Sachant que, bien, en plus, quand on est chrétien, on sait que Dieu nous aidera si nous lui demanderons. Et en l'occurrence, on ne peut pas douter de son aide dans la mesure où ce pourquoi nous nous battons, c'est la civilisation chrétienne, qui encore une fois prend des coups tous les jours. Il faut regarder la réalité en face. Par ailleurs, il est peu probable que demain, voilà, les peuples d'Europe qui étaient jadis chrétiens retrouvent la foi. Hein. C'est le grand contre-révolutionnaire catholique Juan Donoso Cortés qui le disait déjà il y a un siècle. Donc voilà, il faut regarder les choses en face. En revanche, si les peuples d'Europe ne retrouvent pas leur foi demain, d'abord ce qui peut et ce qui doit être promu, je dirais, c'est notre civilisation, notre identité chrétienne. Et ça, je pense que la Hongrie en est un bon exemple. C'est une chose pour laquelle on peut se battre sans que nécessairement tout le monde revienne à la foi. Et ensuite, on peut espérer, je parle ici de la vertu d'espérance, la vertu chrétienne d'espérance, que nos peuples retrouvent réellement intérieurement la foi, eh bien, à moyen, à long terme. Voilà. Donc, ce mot d'Horace, il est simplement là pour nous rappeler que rien n'est jamais perdu. Voilà, que l'histoire est toujours ouverte, que la liberté humaine, accompagnée aussi pour un païen de la providence des dieux, pour les chrétiens que nous sommes de la providence divine de Dieu, du Dieu unique, et bien que le cours des événements peut être changé, tout simplement. Donc c'est un appel à l'espoir. Voilà. Et ce qui est certain, c'est qu'on ne changera rien si on se contente de rester chez soi en déplorant la décadence généralisée. Là, c'est sûr qu'il se passera rien du tout. Voilà. Donc nous prenons le parti de l'espoir humain et de l'espérance, surtout chrétienne. Vous citiez Jeanne d'Arc, mais là il y a aussi une phrase de Peggy qui est aussi dans ce Oui. même ordre, qui dit que demander la victoire sans combattre, je trouve que c'est très mal poli. Et en effet, nous sommes un peu dans cette situation où beaucoup demandent la victoire, mais en fait ne font rien. Et déplorent au final la situation, mais tout en restant assis dans le canapé. Alors, j'aimerais quand même qu'on nous précise quelque chose, parce que le sous-titre ou voilà de votre revue, c'est la revue d'idées civilisationnelle européenne chrétienne. Mais de nos jours, le terme christianisme, catholicisme est malheureusement à bien des égards, faussé. Alors peut-être pourriez-vous préciser qu'est-ce que vous entendez par christianisme, catholicisme? Je soupçonne que ce n'est pas un catholicisme moderniste, comme on pourrait l'entendre de nos jours. Parce qu'il y a des trucs comme la croix, n'est-ce pas? Alors, c'est beaucoup plus français que suisse, mais c'est vrai que la croix, du peu que j'en ai lu, voilà, je vais mesurer mes propos, mais c'est catastrophique. Voilà, Vous les mesurez, voilà, vous restez voilà. Oui, tout à fait, on peut le dire, et quand on pense que c'est censé être l'organe officiel de la conférence des évêques de France, c'est un petit peu inquiétant. Oui, alors c'est censé l'être. De toute manière, bon, les évêques ont renoncé, à certains égards, c'est pas forcément un mal, ont renoncé à faire de la politique depuis un moment maintenant, sauf quand c'est pour nous parler d'immigration. Bon, et justement, à la limite, on préférait qu'ils parlent plus du tout de politique. Bon, bref, ça n'est pas le sujet, mais oui, évidemment, le christianisme dont nous nous revendiquons. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas un christianisme en particulier, c'est le christianisme. Alors ça peut peut-être paraître audacieux. En fait, c'est tout simplement l'enseignement du Christ tel qu'il nous a été transmis par l'Église qu'il a fondée, à savoir l'Église catholique. Voilà, je pense résumer de la manière la plus simple qui soit. Donc, christianisme dont nous allons trouver, je dirais, la substantifique moelle, dans l'Écriture sainte, dans l'Évangile évidemment en particulier. Et c'est un message qui doit nous nourrir. Au passage, je le précise parce que parfois c'est
peut-être ce qui, voilà, est un peu oublié par ce qu'on peut appeler les catholiques identitaires. Si évidemment nous sommes amenés à avoir des positionnements, disons, fermes, tranchés, voilà, ça ne doit jamais nous empêcher eh bien, comment dire, d'aimer notre prochain. Enfin, c'est même précisément parce que nous aimons notre prochain que nous poursuivons le bien commun et que cela nous amène, eh bien, à avoir un certain nombre de positionnements fermes. Si je prends l'exemple de l'immigration, parce que, enfin, peut-être que vous faisiez allusion à ce thème-là. En tout cas, c'est évidemment un thème qui revient souvent aujourd'hui. Il n'y a aucune contradiction entre le fait, eh bien, d'être charitable, d'aimer son prochain, et eh bien, de vouloir qu'aujourd'hui nos frontières soient fermées, hein, très simplement. Pour la simple et bonne raison que notre Seigneur ne dit pas l'autre avec un grand A. Hein, ça, c'est du Lévinas, c'est pas le christianisme. Vous voyez. Notre Seigneur dit le prochain. Le prochain, c'est potentiellement tout homme, ça c'est vrai, mais c'est d'abord celui qui est à côté de nous. Donc, c'est d'abord mon épouse, mes enfants, les habitants de mon village, de ma communauté, mes concitoyens, mes compatriotes, les gens qui appartiennent à la même civilisation. Ça fait déjà beaucoup de monde. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres hommes, a priori. Vous voyez? Donc, en ce sens, on peut pas être catholique et raciste au sens premier du terme, c'est-à-dire considérer que les autres races, eh bien, que les hommes appartenant aux autres races, eh bien, sont des sous-hommes, je ne sais quoi. Mais simplement, ça veut dire que on aime d'abord notre prochain. Or, eh bien, quand on aime les siens, quand on aime sa patrie, quand on aime sa civilisation, et que cette dernière est objectivement assiégée, objectivement grand remplacée, qu'il y ait des gens qui l'aient voulu ou pas, hein, c'est pas la question. Voilà, il suffit de se promener aujourd'hui dans les rues, en tout cas dans les rues de France. C'est peut-être un peu moins visible en Suisse. Donc, quand je me rends en Suisse, c'est souvent à la campagne, donc ça va encore. Mais en tout cas, c'est assez visible dans les rues de France. Et bien, quand on aime son pays, on a envie que ce pays demeure. Et donc, c'est aimer son prochain que de vouloir que ses frontières, à un moment, soient protégées. Voilà. Et en fait, l'Église, dans son magistère, ne s'est jamais opposée à une telle perspective, au contraire. Et alors, même si on veut titiller, comment dire, en fait, il n'y a jamais eu même, oui, d'enseignement magistériel, même des autorités récentes, disons les choses ainsi, qui ait enseigné qu'il fallait accueillir tout le monde. Vous voyez, si on veut même titiller, en fait, ce sont des propos qu'on va entendre, eh bien, de la part du pape, de la part d'évêques, mais qui n'appartiennent même pas au magistère. Donc, en fait, les catholiques n'ont pas à avoir de problème de conscience de ce côté-là. Voilà, donc être chrétien, ça n'est pas céder je dirais, au discours humanitaristes aujourd'hui dominant, discours humanitariste post-chrétien, c'est suivre l'Évangile. Et évidemment, eh bien aussi la grande tradition de l'Église, qu'on va trouver chez les pères de l'Église, qu'on va trouver aussi évidemment dans ce qu'on appelle le magistère, dans les encycliques. Et nous avons la chance, eh bien depuis le 19e siècle, à peu près, enfin, surtout en tout cas depuis le 19e siècle, eh bien d'avoir un grand nombre d'encycliques, papales. Peut-être parce que aussi, eh bien, les papes avaient conscience du fait que, eh bien, voilà, le monde était en train d'évoluer à toute vitesse. Et donc, eh bien, dans ces encycliques, il suffit d'aller puiser dans ces encycliques pour, eh bien, je dirais, pour trouver de saints principes catholiques. Donc, voilà ce que nous entendons par christianisme. Oui, alors je dis, il suffit d'aller puiser dans ces encycliques. Les papes n'ont jamais voulu non plus dicter une politique. Les papes nous donnent les grands principes catholiques. L'Église nous donne les grands principes de l'agir en société conforme, eh bien, à notre religion. Maintenant, eh bien, les laïcs ont, je dirais, une marge de manœuvre. Il revient aux laïcs ensuite, si vous voulez, de trouver les solutions concrètes. Et c'est pour ça que, eh bien, dans notre revue, nous voulons à la fois, eh bien, tenir, je dirais, les grands principes catholiques, et en même temps, eh bien, on verra qu'il y a des personnes qui interviennent
aux positionnements qui peuvent, voilà, qui peuvent être divers et qui, sur des questions plus particulières, peuvent même être, voilà, oui, ne pas être d'accord sur tout. Donc c'est une revue de débat. Mais parce que, eh bien, il y a aussi ensuite, voilà, une liberté d'action qui est laissée aux laïcs. Si vous voulez, ça, ce sont des questions prudentielles qui, eh bien, qu'il appartient aux laïcs ensuite de trancher en fonction des circonstances, en fonction de l'époque. Pour terminer sur ce point, vous voyez, Pie XII a écrit une encyclique sur l'immigration. Donc, je n'ai plus le nom là, mais c'est même le premier à avoir écrit une encyclique sur l'immigration. Le terme doit être migration. Bon. C'est une encyclique qui date de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et quel est le propos de Pie XII? C'est de dire que, eh bien, Saint Joseph, la scène de l'Évangile est assez connue, eh bien, a dû quitter son pays lorsque, eh bien, il était menacé, lui, la Vierge et le divin enfant. Bon, et Pie XII, eh bien, d'en tirer cette conclusion que, voilà, il peut être parfois nécessaire de migrer. Et ça, personne ne le nie, hein, quand on peut absolument pas plus vivre chez soi. Bon. Et Pie XII, par ailleurs, eh bien, encourage en l'occurrence, eh bien, les pays d'accueil à assimiler au mieux les personnes qui arriveront, sachant que lui parle surtout de l'aspect ecclésial, encourage à créer des paroisses, disons, eh bien, dans lesquelles on parle comment dire, la langue des arrivants, etc. Bon, mais si on s'arrête à là, eh bien, comment dire, comment dire, si on s'arrête à là, on fait preuve de mauvaise foi, parce que ce contexte est celui de l'après-Seconde Guerre mondiale, et Pie XII parle de peuples essentiellement européens, encore chrétiens, autant qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, sans qu'on puisse parler de rechristianisation, en tout cas, il y a oui, il y a quand même un certain retour, au moins social, disons, au christianisme, qui malheureusement va pas durer longtemps, mais voilà. Donc, on parle d'un contexte européen et chrétien. Et par ailleurs, Pie XII ne dit pas du tout que n'importe qui peut s'installer n'importe comment et faire n'importe quoi, et que l'accueil devrait être inconditionnel. Voilà. Donc, il nous donne des grands principes, mais il les donne dans un contexte donné qui n'est pas du tout le nôtre aujourd'hui. Et donc voilà, qu'une nation chrétienne accueille, ça a toujours existé d'ailleurs, celui qui est véritablement persécuté dans son pays, bon bah surtout s'il est chrétien, et on pourrait penser aux chrétiens d'Orient, hein, et voilà, et qu'il est prêt à s'assimiler, etc., il n'y a aucun problème pour l'accueillir. Mais ça n'a rigoureusement rien à voir avec l'accueil de centaines et de centaines de milliers de gens chaque année. Enfin, je pense qu'à l'échelle de l'Europe, ça doit plutôt être des millions, qui en plus n'ont pas la même religion et qui vont faire que nos États, au lieu de s'occuper des nôtres, vont d'abord s'occuper des autres. Donc voilà, j'ai été un peu long, mais c'est pour donner un exemple concret de ce que peut vouloir dire être chrétien aujourd'hui, et pour montrer qu'il n'y a pas du tout voilà, de contradiction entre la défense, eh bien, de notre civilisation européenne et du christianisme. Donc voilà les trois termes qui sont sur la couverture de notre revue, loin d'être contradictoires, eh bien, comment dire, vont tout à fait ensemble. En tout cas, c'est ce que nous croyons. Oui, tout à fait. Mais je crois que c'est aussi toujours ce qu'a dit l'Église. Il y a, je dirais, je vais être prudent. Il y a une hiérarchie, je dirais, au niveau ce que certains appellent les races. Hein, je crois j'ose espérer qu'on puisse le dire, mais relative, n'est-ce pas? Elle est pas. Oui, nous nous inscrivons pas du tout dans le suprémacisme, qui est d'ailleurs évidemment une caricature, et en plus de ça, un piège à bien des égards. Enfin voilà. Autre point, Oui, je me veux quand même de dire une petite chose. Vous utilisez le terme immigration. Et je serais un petit peu en désaccord avec ça, parce que je crois qu'il faut plutôt utiliser le terme changement de peuple, ou changement de civilisation, ou remplacement génocidaire. Alors je suis d'accord avec vous. Hein. peut-être que pour certains qui nous écoutent, ce mot est peut-être un petit peu fort, mais je crois qu'il y a en effet une bataille sémantique derrière ce terme d'immigration, qui en fait est totalement hors sujet, hors de propos par rapport vraiment à ce que nous vivons actuellement, qui est
véritablement, oui, un changement de peuple et de civilisation. Je crois que YouTube me permettra de le dire. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, en général, quand on parle d'immigration, il n'y a pas de consigne, mais en général, nos contributeurs parlent plutôt d'immigration de masse, d'immigration invasion, ou effectivement emploient d'autres termes, voilà, qui sont aujourd'hui censurés de plus en plus, en tout cas en France, dans l'espace public, ce qui est assez surprenant. Enfin, non, en fait, pas du tout surprenant, mais vu les élites que nous avons. Et en fait, ce qui correspond bien à une volonté de tout simplement de taire la réalité. Ouais, et c'est ça qui est assez dramatique aujourd'hui. Mais finalement, Orwell l'avait prédit, ou oui, en ce domaine, il y a pas beaucoup de différence entre comment dire, nos élites aujourd'hui et les élites de l'URSS hier. Évidemment, les systèmes sont pas exactement les mêmes, hein, mais disons cette volonté de taire la réalité, et ce en utilisant d'autres mots, et en interdisant qu'on utilise les bons mots. Donc je vous rejoins tout à fait. Oui, oui, c'est une bataille sémantique à mener. Et justement, pour rebondir sur, vous parliez de la question de la hiérarchie. Voyez, ça aussi, c'est une chose à laquelle on tient, la question de la hiérarchie des civilisations. Et comme vous le dites, une considération qui est tout à fait chrétienne à partir du moment où on tombe pas dans le suprémacisme caricatural que vous évoquez. En fait, d'abord d'un point de vue naturel, notre civilisation, et c'est là où nous ne sommes pas simplement des ethno-différentialistes, notre civilisation, eh bien, est objectivement, je pense qu'on peut le dire sans orgueil, objectivement supérieure aux autres. Alors là, tout de suite, voilà, c'est quelque chose qui peut un peu faire peur aux gens. Il s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de richesse dans les autres civilisations, pas du tout. Absolument pas. Mais il s'agit simplement de constater que notre civilisation a toujours été caractérisée par une tension vers l'universel. D'ailleurs, dans notre manifeste, dans notre numéro 1, c'était même le début du manifeste, notre civilisation s'est toujours caractérisée par une tension vers l'universel, évidemment enracinée, je dirais, dans la terre de nos pères. Je ne parle pas du tout de l'universalisme abstrait, des Lumières, du libéralisme, etc. Mais cette tension vers l'universel, eh bien, c'est objectivement quelque chose d'unique. Alors cette tension, on la trouve chez les Grecs, c'est la philosophie grecque. Et ce qui est impressionnant, vous voyez, il y a des philosophies aussi anciennes qu'on peut trouver eh bien en Inde ou en Chine, etc., et qui ont leur intérêt. Mais une spécificité de la philosophie grecque, plus particulièrement, c'est que cette philosophie a toujours cherché eh bien, à connaître l'universellement vrai. Vous voyez. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qui, voilà, en fait, tout simplement, personne ne peut nier, et qui témoigne d'une supériorité objective voilà, de notre civilisation. Sur le plan politique, c'est une tension vers l'universel qui s'est incarnée par la forme impériale, à commencer par la forme impériale romaine, qui là encore n'a rien à voir avec les impérialismes modernes, n'a rien à voir avec l'impérialisme américain en particulier. La forme impériale romaine est une forme saine, et c'est d'ailleurs pour ça que l'Église l'épousera dans les premiers siècles, est une forme qui respecte les diverses cultures des peuples, qui respecte ce qu'il y a de bon dans les cultures des peuples, tout en leur apportant eh bien, ce que nous avons de meilleur. Donc il y a à la fois cette conscience d'avoir quelque chose à apporter, hein, c'est ce que Cicéron appelait l'humanitas, voilà, l'humanitas, c'est-à-dire au fond bien l'humanité, la civilisation, et en même temps, eh bien, je dirais une volonté d'apporter quelque chose aux autres peuples qui respectent en même temps leur culture propre. Donc c'est pour ça que voilà, l'Empire romain n'est pas du tout la mondialisation avant l'heure. Hein. Bon, il n'était pas parfait, mais on peut pas lui faire ce reproche-là. Et enfin, toujours à propos de cette tension vers l'universel, évidemment, le christianisme est par définition universaliste. Hein, catholique veut dire universel.
Mais encore une fois, l'universalisme catholique est un universel qui s'enracine dans les particuliers, qui s'enracine dans le particulier, dans les cultures particulières. Et voilà, tout ça pour dire que notre civilisation peut bien être considérée comme supérieure, et on peut le dire très tranquillement, sans absolument aucun mépris pour qui que ce soit, mais dans la mesure où elle s'est caractérisée depuis, en tout cas depuis le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, par cette tension vers l'universel. Voilà, dans la philosophie avec les Grecs, dans la chose politique avec les Romains, et ultimement, et bien évidemment, sur le plan religieux avec le christianisme. Donc voilà, c'était simplement pour rebondir ce que vous disiez, parce que je crois que c'est quelque chose de très important. C'est un juste milieu à trouver entre les faux universalismes qui nous font croire que, eh bien, que tous les hommes sont égaux et identiques, et voilà, ce que certains appellent l'ethno-différentialisme, qui consiste à dire simplement, il peut avoir du bon à certains égards, hein, mais qui consiste à dire simplement chacun chez soi. Bah, à certains égards, oui, là c'est clair qu'il faudrait d'abord chacun retourne chez soi, mais ensuite, en tant que Européens et chrétiens, nous croyons que nous avons quand même quelque chose à dire, euh, humblement, je dirais, mais avec conviction au reste du monde. Donc voilà, c'est simplement pour préciser ce point qui me semble vraiment important. Oui, alors là, j'aurais plusieurs choses à dire. Tout d'abord, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut citer l'ennemi, donc on pourrait citer notamment Daniel Conversano qui dit à ce sujet absolument n'importe quoi, puisque lui sous-entend que en fait, peu importe l'état d'esprit ou ce qui compose l'Europe, tant qu'elle est blanche, ça va. Alors que non, il nous faut justement le christianisme pour sublimer tout ça et avoir des familles structurées et permettre ensuite de pouvoir diffuser à nouveau ce génie du christianisme. Et par rapport à notre supériorité, par rapport à la hiérarchie, je me permets de citer 2 entrevues que j'ai faites, une avec Jean-Louis Harwell, qui est professeur de droit, et qui a écrit un ouvrage remarquable il y a 30 ans, et qu'il a commencé à rédiger il y a 40 ans, Culture et contre-culture, donc culture au singulier et contre-culture au pluriel. Et pourquoi cela? Parce que de nos jours, on ose même utiliser le terme de culture du ghetto. Mais c'est pas la culture du ghetto, c'est, comme disent les anglo-saxons, custom, on pourrait dire, je sais pas, des habitudes. Mais en tout cas, ce n'est en rien une culture. Il n'y a qu'une seule culture, je crois qu'on peut le dire, c'est en effet celle de la civilisation helléno-romano-chrétienne. Et elle est supérieure à bien des égards. Et pourquoi on peut dire qu'elle est supérieure? Parce que René Cochard, donc je rappelle, est professeur en neurosciences, rappelle que dans les chromosomes XY, il est inscrit ce critère objectif du beau, contrairement à ce que nous dit de nos jours, où que tout se vaut, que c'est une question de goût, vous savez. Non, non. Dans nos gènes, il est inscrit que on va être beaucoup plus émerveillé devant une peinture de Vinci que devant de l'art contemporain abominable. Même chose, on va beaucoup plus être ému devant, que sais-je, la 5e symphonie de Beethoven que devant du rap vulgaire de nos jours. Alors évidemment, là, ce sont un peu des caricatures où je tire les deux extrêmes, si j'ose dire, mais néanmoins, il y a vraiment un critère objectif que l'on peut même, je dirais, sans aller dans le christianisme, démontrer par la science, puisque de nos jours, vous savez, il faut tout démontrer par la science. Une étude a dit que, non, là, on peut vraiment le démontrer scientifiquement aussi. Chers amis, petit intermède dans cette entrevue. Vous êtes nombreux à visionner mes vidéos et malheureusement à ne pas vous abonner. Donc, abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez-la. C'est très important pour la chaîne. Mille merci. Vous avez reçu récemment aussi David Engels pour un article « Défendre l'Europe ». Et je l'ai aussi reçu pour son ouvrage « Le déclin ». Et là, nous évoquions aussi le terme, entre guillemets, d'immigration, etc., qui avait beaucoup de censure et que nous ne pouvons rien dénoncer. Et je lui ai posé la question, peut-on parler de meurtre ou de suicide? Parce que vous savez, il y en a beaucoup qui parlent du fait que c'est le suicide de l'Europe. Notamment des gens comme Douglas Murray, d'ailleurs, qui est tout à fait insupportable, aussi je le précise. Mais il m'a répondu,
suicide assisté. Et vous, quel est votre regard par rapport justement à la déchristianisation, à l'état actuel de notre civilisation? Parce que vous évoquiez aussi au début Oswald Spengler par rapport au déclin, puisqu'il y avait des cycles, croissance, voilà, et ensuite on décline pour finir par mourir. Mais quel est votre regard par rapport à cela? Peut-on parler de suicide assisté selon vous, ou tout simplement non, c'est un cycle naturel et nous allons gentiment vers la mort? Ouais, le terme de suicide assisté me convient bien. Je n'y avais pas pensé avant, mais en y réfléchissant, euh, je dirais deux choses. Bon, il faut rester humble. Comment dire? Quand on vit des événements, je dirais présents, il est quand même assez difficile de les interpréter, de les décrypter. Alors, en tant que chrétien, nous, on peut, eh bien, dire que c'est un propos qu'on trouve notamment chez Juan Donoso Cortés, deuxième fois que je le cite, dans son fameux discours sur la dictature, que la déchristianisation, de manière très empirique, alors on parle peut-être pas de science dure, mais je dirais que, enfin, c'est simplement historique, vous voyez, eh bien, engendre une décadence. Bon, voilà, ça c'est, disons, manifeste. Et même des auteurs non chrétiens, eh bien, pas du tout chrétiens, par exemple Hannah Arendt, à laquelle nous avons consacré un dossier récemment, même des auteurs non chrétiens peuvent le dire. Historiquement, en fait, notre période de décadence a correspondu exactement avec la déchristianisation. Bon, donc ça, c'est quand même une chose que l'on peut dire. Après, pourquoi comment dire, pourquoi cet ethno-masochisme, pourquoi ce perpétuel besoin de demander pardon pour notre passé, pourquoi ce perpétuel désir de tout détruire, ce nihilisme. euh, c'est assez difficile à l'expliquer et il est quand même assez mystérieux parce que même si dans l'histoire on peut trouver, on en a parlé tout à l'heure, eh bien des exemples de déclin de civilisation, il y en a même un certain nombre, il semble que, on n'a peut-être pas suffisamment de recul, mais enfin il semble que ce nihilisme a quand même jamais atteint un tel niveau, quoi. En fait, il y a véritablement une haine de soi de l'Europe. Et c'est en ce sens, je pense, qu'on peut parler de suicide. C'est-à-dire que oui, il y a des assauts extérieurs, il y a des gens qui ont intérêt, je pense, ne serait-ce qu'aux intérêts financiers, hein, à ce que, eh bien, les peuples disparaissent, voilà, qu'il n'y ait plus sur Terre que des individus, je dirais, sans consistance, que des consommateurs. Il y a par ailleurs des religions, enfin, en tout cas une religion qui clairement, voilà, depuis qu'elle existe, veut la mort de l'Europe. C'est une chose, mais je pense quand même que le problème de fond, eh bien, il est d'abord en Europe. Donc c'est en ça que je parlerai de suicide. Donc ça, c'est le premier point. Et de suicide assisté, parce que oui, il est quand même, disons, bien aidé par les divers, je dirais, par les divers ennemis de notre civilisation. Et en quelque sorte, c'est presque comme si, oui, nous allions chercher nous-mêmes les ennemis de notre civilisation. Donc oui, pour ce terme de suicide assisté, je dirais, d'un point de vue empirique, même si, encore une fois, il est difficile de mettre des mots sur ce que nous vivons actuellement. Ma deuxième réflexion, c'est que j'aime bien cette idée de suicide au sens où elle nous engage. C'est-à-dire que, et là c'est ce que je reprocherais à un certain complotisme, même s'il ne faut pas non plus tomber dans le travers qui consiste à dire qu'il n'y a jamais de complot, il faut trouver un juste milieu, mais bon, il est certain que nous avons des ennemis, mais si nous nous contentons de dire, voilà, nous avons des ennemis partout, eh bien, on ne va pas aller bien loin. Et donc là, je dirais que il y a aussi une question de posture, c'est-à-dire que mon destin, notre destin, et ça c'est une idée profondément grecque, romaine, et que le christianisme assume, parce que s'il y a bien une religion qui défend l'authentique liberté, c'est le christianisme. Eh bien, notre destin, notre devenir nous appartient. Voilà. L'homme a une intelligence, a une volonté, et avec elle, eh bien, il peut, je dirais, ses facultés font qu'il n'est pas simplement
je dirais, conditionné, déterminé par son environnement, par ce qui se passe. Nous avons une réelle liberté. Et donc c'est pour ça que ça ne me dérange pas de parler de suicide, parce que ce terme nous invite à réagir en fait. S'il y a un suicide collectif, eh bien, en quelque sorte, on peut dire que on y participe tous, plus ou moins, à des divers degrés. Vous voyez, mais il s'agit pas du tout de se battre la coulpe là. Il s'agit de réagir. Et donc en fait, moi, qu'est-ce que j'ai à faire humblement à ma petite échelle? Voilà, quel est le poste que j'ai à tenir? Je prenais un exemple tout bête qui est pour moi, comment dire, qui est vraiment, enfin qui est pas le plus important. Hein, j'en fais pas tout, je fais pas partie de ceux qui en font tout un plat, mais qui je pense est quand même a quand même son importance. Hein. Le diable se cache dans les détails. C'est tout ce qui concerne aujourd'hui l'américanisation de nos pays. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Aller au McDo, absolument parlant, n'est pas un mal, c'est pas un péché. Mais je pense que si on défend la civilisation européenne, eh bien, il faut réfléchir à deux fois avant d'aller au McDo. Voilà, je soumets la chose aux éditeurs et on pourrait prendre une multiplicité d'exemples comme ça. Ne pas aller au McDo va pas faire que la civilisation, notre civilisation ne va pas renaître demain parce que j'arrête d'y aller. Mais ce sont des petits gestes qui, accumulés individuellement et collectivement, peuvent déjà avoir une incidence sur le cours des choses en réalité. Voilà, encore une Non, fois. mais, Voilà. non, mais pas de problème. Nous avons tout le temps. Hein, j'ai pas Oui, de oui. format. Nous, ici, tout le monde est aussi libre. Mais là, je vous rejoins à 100% puisque j'ai eu une discussion à ce sujet sur Twitter, puisque, comme vous le savez aussi, je pense, tous ces mouvements dits conservateurs en Europe, hein, donc que ce soit le Rassemblement national ou l'UDC en Suisse, si vous voulez, ces gens crient halte à l'immigration depuis 40 ans sans tirer de conclusion, si vous voulez, un peu pertinente. Mais au-delà de ça, ne voient pas d'inconvénient, en effet, à aller manger un kebab. Oui, ou voilà. Et j'avais souligné cela et j'avais dit non mais attendez, je comprends vos positions anti entre guillemets immigration, mais en fait quelle est la pertinence ou la logique d'aller vous acheter un kebab? Le kebab ça n'appartient pas à la civilisation européenne. Et encore une fois les gens vont vous dire oui mais c'est bon. Non mais d'accord c'est très bien. On est toujours dans l'émotionnel en fait. Oui c'est Oui, bon. tout à fait. Mais il y a un moment en fait il faut dire euh, non. Et par rapport peut-être un autre point où là je serais un subtil désaccord. En effet, je trouve qu'il y a un problème dans la droitosphère, en fait, à toujours vouloir critiquer en fait le complotisme de droite ou que sais-je. Moi, je pense qu'il y a un problème aussi avec le scepticisme de droite, puisque les gens refusent de voir malgré tout les, je dirais l'occultisme ou en tout cas la main qui est pas si invisible que ça de destruction de notre civilisation. Je donne peut-être deux exemples. La laïcité n'est en rien l'égalité des cultes. Non, c'est une volonté de mettre le catholicisme, ou en tout cas de l'attaquer de manière assez violemment, puisque nous l'évoquions il y a quelques instants, il y a une hiérarchie. Et donc, la France et toute l'Europe d'ailleurs est chrétienne. Hein. D'ailleurs, on va encore citer Juan Donoso Cortés, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la civilisation, enfin Europe, c'est la civilisation catholique. Hein, et il met un égal entre les deux. Donc, pour moi, c'est une attaque où le terme encore de où l'assimilation républicaine est un outil de destruction des identités. Et l'autre point, par exemple, où là où je veux rejoindre, de nos jours, tout le monde utilise le terme le deep state. Voilà. Alors, le deep state, si vous voulez, très bien, ça existe, mais c'est aussi une manière, en fait, de stériliser les gens, tout d'abord intellectuellement, mais aussi dans l'action. Puisqu'au final, il y a toujours le deep state qui règne, et en fait, ça ne pousse pas les gens à agir. Alors que, au contraire, ils ont des possibilités d'agir. J'ai réédité, désolé de faire de l'autopromotion, mais un ouvrage sur le manuel de politesse, et là ça conclura aussi ma longue question-remarque, puisque les gens, en fait, vous disiez à l'instant que aller au McDo, c'est pas grave, c'est pas un péché. Alors, c'est pas un péché, mais c'est grave, en fait. C'est comme ne pas tenir la porte à une dame, parce qu'il y a de la politesse.
il y a de la courtoisie, il y a une élégance, il y a toute une chose qui font que ces petits gestes, lorsqu'ils ne sont pas faits, bah, contribuent malheureusement à la destruction de la civilisation. Alors c'est pas euh, des horribles, mais ce sont des petites choses qui permettent aussi à l'inverse de continuer et de contribuer à cette civilisation. Oui, je vous rejoins tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que les formes sont importantes, hein, et nous y tenons dans notre vue, bah, comme vous y tenez vous pour vos livres, c'est-à-dire que les formes reflètent le fond. Hein, il faut pas séparer les deux. Le fond est évidemment ce qu'il y a de plus important. Il faudrait pas tomber dans un esthétisme, je dirais simplement dans des postures, comme ça peut être aussi parfois le cas, ça peut être une tentation. Mais les formes reflètent le fond et c'est important, eh bien, de les cultiver. Vous évoquiez la délicatesse, oui, l'authentique délicatesse, notamment avec l'autre sexe, l'élégance, le simple fait, eh bien, d'être poli, la courtoisie. Euh, oui, ce sont des choses, y compris dans le débat, y compris sur Internet. Ça, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que personnellement, je débat assez peu sur Internet parce que malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas trop se tenir. Et je trouve que c'est dommage parce qu'effectivement, oui, les formes disent l'être. Les formes révèlent notre être. Donc oui, c'est quelque chose à cultiver. Et puis, vous parliez je rebondis sur la culture. Vous disiez que notre civilisation, eh bien, c'était aussi la beauté et que c'était quelque chose d'objectif. Bon, bah, il y a qu'à prendre l'exemple, eh bien, de nos monuments, que ce soit de nos églises, de nos palais, de nos universités médiévales, de nos châteaux. Enfin, notre civilisation et notre belle terre d'Europe est remplie de beaux monuments. Et, euh, et en fait, ça c'est quelque chose qui témoigne en fait de l'âme de notre civilisation. C'est-à-dire que il y a eu de belles choses, il y a eu notamment de beaux monuments. C'est pour ça d'ailleurs que à chaque fois on a au dos de notre revue, on tâche de mettre un monument. Donc là, en l'occurrence, c'est l'université de Marbourg en Allemagne, un monument en rapport avec l'auteur que nous étudions. Voilà, tout cela révèle quelque chose de notre âme. Et donc voilà, je dirais que c'est vraiment le combat pour le bien et pour le beau sont intimement liés. Ce que déjà les Grecs avaient compris, hein, le fameux kalos kagatos, hein, l'homme bel et bon, qu'on retrouve finalement chez le saint chrétien, même si on passe à un autre ordre, à l'ordre surnaturel. Mais le saint chrétien est évidemment l'homme bon, c'est-à-dire qui fait le bien, hein, l'homme en ce sens bon par excellence, mais aussi l'homme beau. Regardons les visages des saints, et puis regardons la vie des saints. Un saint est quelqu'un qui dans ses moindres gestes, euh, est beau. Alors moi, j'ai l'honneur de m'appeler Louis, donc je ne peux pas ne pas parler de Saint Louis, notre grand roi de France. Quand on lit sa vie, c'est quelqu'un dont le moindre des gestes était beau, était caractérisé par oui l'élégance et puis aussi ça c'est peut-être typiquement français, enfin en tout cas c'est français, un certain panache aussi, voilà. Et donc ça aussi c'est quelque chose à cultiver, tout à fait. Alors peut-être une dernière question, et puis ensuite nous conclurons. Euh, alors là, vous êtes en France, je suis en Suisse, et pour parler comme les gens de la Startup Nation, il y a des synergies, n'est-ce pas? C'est le terme synergie. Mais comment voyez-vous justement l'avenir de l'Europe? Et y a-t-il de quoi se réjouir du fait que justement il y ait cette discussion franco-suisse, même je pense à la Grande-Bretagne aussi, où je sais qu'il y a un renouveau du catholicisme, encore en Allemagne, en Autriche, etc. Quel est votre regard, je dirais, sur la situation actuelle et sur notre avenir? Puisque là, on a beaucoup traité aussi des mots et de ce qui ne va pas, mais essayons peut-être aussi de terminer sur une note positive, sur pourquoi ça pourrait aller mieux et voilà, de réjouissons-nous de l'avenir. Oui, tout à fait, et exactement. Et d'ailleurs, notre vue se veut optimiste, optimiste au sens
d'Aristote, hein, un sain optimisme, un optimisme réaliste. Oui, eh bien, sans être, encore une fois, tout en gardant à l'esprit l'état actuel de notre civilisation, eh bien, oui, je crois qu'il y a quand même des signes d'espoir. D'ailleurs, en fait, la première rubrique de chaque numéro, qui s'intitule Initiative européenne, est à chaque fois justement consacrée à la présentation rapidement, hein, nous ne sommes pas un média d'information, nous sommes une revue d'idées, mais à la présentation eh bien d'une initiative en France ou dans un autre pays eh bien européen. Et en fait, eh bien, il y en a tous les mois. Voilà, il y en a tous les mois. Alors, ça peut être une revue qui s'est créée, ça peut être une nouvelle chaîne YouTube. Et aujourd'hui, ce sont des choses d'importance, hein, parce que voilà, c'est ce qui touche du monde. J'imagine que c'est pour ça que vous avez fait cela. Même si ça peut être aussi une nouvelle maison d'édition, même si ça touche moins de monde, c'est quand même quelque chose qui a son importance. Ça peut être un nouveau pèlerinage. Je suis de plus en plus, alors sur ce plan-là, optimiste. Il y a de jeunes pèlerinages, en général traditionnalistes, mais d'ailleurs pas que, hein, qui renaissent un peu partout en France et même dans un certain nombre de pays européens. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate, c'est que, vous voyez, le pèlerinage, c'est l'expression même de la foi catholique. L'Église, pendant 50 ans, a mis ça de côté sous prétexte que c'était finalement de l'extériorité, etc. Bah, quand un nouveau pèlerinage se crée, et depuis le Covid notamment, hein, depuis ce fameux épisode, eh bien, il y en a un certain nombre qui ont été créés. Eh bien, à chaque fois, c'est des centaines, des milliers de gens qui viennent, en fait, avec souvent des gens qui s'étaient éloignés de la foi, parfois qui ne connaissent pas du tout la foi. Donc ça, c'est un point, je pense, vraiment positif et, à mon avis, ouais, je dirais à suivre. Mais je pense que ça va continuer. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ensuite, ça peut être, des colloques. Un colloque d'intellectuels, ça n'est pas une fin en soi, mais enfin, ça permet déjà de se rassembler, de voir qu'on n'est pas seul, de réfléchir et, eh bien, de proposer des initiatives. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Ça peut être des mouvements, voilà, alors avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, des mouvements, je parle ici de mouvements militants, mais qui en fait, eh bien, à leur niveau, vont faire du bien, voilà, qui vont contribuer à réveiller les populations locales. Et en ce sens, moi, je pense que voilà, toute manifestation, par exemple, contre la submersion, on pourrait dire subversion aussi, migratoire, eh bien, est un bien, quel que soit le mouvement, même si on souhaite que les gens aient aussi de la cohérence. Donc en fait, ça, c'est des choses qu'on constate un peu partout en Europe et qui, moi, me donnent plutôt espoir, oui. Et puis, pour terminer, quand même, sur les idées à nouveau, parce que voilà, ça, c'est quand même notre créneau, nous sommes une revue d'idées. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, eh bien, il y a des gens, comment dire les choses, qui en fait, assez récemment, étaient encore modérés, très modérés dans leurs propos, et qui ont tendance à le durcir. Alors, je parle pas ici d'hommes politiques, parce que ce qui est très agaçant avec les hommes politiques, c'est qu'il y en a qui durcissent leurs propos, mais on sent que c'est juste pour des visées électoralistes, c'est pendant l'élection. Bon, donc ça, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, vous imaginez. Mais en revanche, des intellectuels qui semblent honnêtes, ça peut être aussi parfois simplement des essayistes, qui, encore une fois, pouvaient tenir des propos modérés il y a 10-20 ans, et qui aujourd'hui se durcissent. En tout cas, en France, ça c'est quelque chose d'assez flagrant, mais pas qu'en France. Je pense par exemple à l'Italie. C'est peut-être le pays avec lequel nous avons le plus de contacts, et des positions qui avant ne pouvaient pas être assumées, en tout cas en public, qui aujourd'hui peuvent être assumées, malgré le fait qu'il y ait pourtant des contraintes à la liberté d'expression de plus en plus importantes. Et donc ça, pour moi, d'un point de vue intellectuel, métapolitique, c'est vraiment un signe d'espoir. C'est-à-dire que, oui, on a aujourd'hui de plus en plus de gens qui assument tranquillement, sans hargne, mais fermement, eh bien, des positions
qui, il n'y a pas si longtemps, pouvait pas être défendu. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'est plutôt ouais, un signe d'espoir. Voilà. Oui, alors moi je suis d'accord tout à fait avec vous, sauf peut-être sur, par exemple, je donne un exemple, ça, c'est Gonzague de Reynold qui nous le dit, que les idées se font sur les sommets, et puis que les masses sont toujours d'hier et d'avant-hier. Et notamment, par exemple, je donne un exemple du féminisme identitaire, hein, donc de Némésis. Si vous voulez, c'est très bien que certaines jeunes femmes se rendent compte qu'il y a en effet un problème dans certains quartiers, voilà, en France, d'accord, mais enfin, j'ai envie de dire, enfin, il était temps. Donc le réel combat, il me semble, c'est plutôt d'avoir des femmes qui s'inscrivent dans la féminité, qu'il y ait des familles nombreuses, et pas du tout que ce soit un féminisme identitaire, car moi j'ai plutôt l'impression que Némésis, ce n'est que l'aile droite des femmes, si vous voulez. Ce sont des féministes, matérialistes, athées. La seule chose qui les différencie, c'est qu'elles sont contre, entre guillemets, l'immigration, etc., etc. Mais je ne vois pas d'autres différences. Donc, de ce côté-là, oui, il y a de quoi se réjouir, en effet, par rapport à la compréhension de certains de l'importance du christianisme. Mais après, voilà, il faut se méfier parce que, ça c'est le titre d'une de mes prochaines vidéos, mais il sera de plus en plus facile d'être conservateur. Hein, au vu de l'état actuel de l'Europe, il y a de plus en plus de réactions, non au LGBTisme, non à ci, non à ça, très bien, mais ensuite il faut, je pense, canaliser et rediriger un peu les gens vers le Christ roi et rien d'autre, parce que malheureusement, après on tombe dans les pièges aussi que le système, alors le système, pas de complotisme, mais voilà, qui nous détourne au final de la vérité et du Christ roi. Donc voilà un petit peu, peut-être Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais, modestement. c'est quelque chose. Vous disiez tout à l'heure, les peuples. Je ne connaissais pas ce mot de Gonzague de Reynold. Sont toujours. Comment Alors, redonnez-moi la je citation. mettrai à l'écran la D'accord, très citation bien. exacte, mais les peuples sont toujours d'hier et d'avant-hier, et que les Ouais. idées se forment sur les sommets. Et que pour moi, typiquement, le féminisme identitaire est un exemple parfait, puisqu'au Ouais, final, ouais. ça se répand maintenant. Voilà, certains ont même des tribunes dans les médias. Pour moi, c'est la preuve, en fait, que ce n'est plus le sujet. En fait, le sujet est Ouais, ouais. désormais ailleurs. Oui, tout à fait. Alors en fait, comme vous disiez, oui. En même temps, c'est vrai que la majorité des gens, je pense, voilà, il faut pas être excessivement intellectualiste. En fait, comment dire, en resteront, je dirais, à l'analyse des effets. Et je dirais que si les peuples arrivent déjà à refuser, je dirais, les effets, c'est déjà beaucoup. Mais, enfin, je vous rejoins tout à fait. Euh, comment dire, lorsque vous disiez eh bien que justement, c'était à nous, eh bien, ensuite de diriger la chose, d'orienter la chose. Voilà. Donc on n'aura pas de réveil massif de peuples demain. Ce que les peuples peuvent refuser, comme on a pu encore le voir tout récemment, c'est le wokisme extrême et l'immigration. Et c'est déjà bien pour les peuples. En revanche, nous, eh bien, il faut que tout à fait, nous catholiques en particulier, eh bien, nous gardons à l'esprit que les mots sont beaucoup plus profonds que le wokisme ou l'immigration, et qu'effectivement, le remède, il est unique, c'est le Christ. Tout à fait. Alors écoutez, cher Louis Furier, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle votre revue Écrit de Rome. Alors tous les liens seront évidemment disponibles dans la description pour vous abonner ou vous procurer un numéro. Et puis évidemment aussi suivre Louis Furier. Si vous avez aimé cette entrevue, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner. Je vous dis à bientôt, que Dieu vous garde et au les cœurs. Merci beaucoup.